En Côte d'Ivoire, le riz est au cœur de chaque foyer. Mais depuis plusieurs décennies, une question demeure. Pourquoi dépendons-nous encore du riz importé? Dans un pays riche en terres fertiles, en pluies abondantes, en femmes et en hommes prêts à produire du riz, comment expliquer que l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz reste un mirage? Je suis Mariata Koulibaly, connue sous le nom d'auteur Mariata Liélé. Nous avons parcouru les champs, travaillé et collaboré avec les plus grands producteurs de riz et les plus expérimentés. Nous avons aussi observé les réalités que beaucoup ignorent. Ce que nous avons découvert est dérangeant. Des stratégies copiées sur des modèles étrangers, des décisions prises loin du terrain, un potentiel immense laissé à l'abandon. « 60 ans d'histoire, mais un même constat, la Côte d'Ivoire dépend toujours du riz importé. Depuis l'indépendance, notre pays a créé, restructuré, dissous et recréé plusieurs institutions pour porter la politique rizicole. 1959-1970, nous avons la SATMACI, Société d'assistance technique pour la modernisation agricole de la Côte d'Ivoire. C'est la première structure chargée de la production et de la commercialisation du paddy. De 1970 à 1980, nous avons la SODERI, Société pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire, qui a été dissoute dans les années 80 suite à la crise économique. En 1995, nous avons eu la SOPRORI, Société de promotion de la riziculture, nouvelle tentative de relance. Et en 1996, nous avons le PNR, le projet national riz. En 2003, le PNR, nouvelle version. En 2010, l'ONDR, Office national de développement de la riziculture, créé par décret le 15 juillet 2010. En 2018, nous avons eu l'ADERI, qui est l'Agence pour le développement de la riziculture, créée aussi par décret le 10 janvier 2018, remplaçant l'ONDR. On remarque donc qu'en 60 ans, les noms des institutions ont changé, les logos ont changé, les discours ont changé, mais les résultats, eux, n'ont pas changé. Impossible de satisfaire la moitié de la consommation nationale. Conséquence, la Côte d'Ivoire continue d'importer plus de la moitié du riz qu'elle consomme, malgré des centaines de milliards investis, malgré des décennies d'efforts, malgré les ambitions affichées. Pourquoi, malgré les milliards investis, rien ne change? Et surtout, qui a intérêt à ce que rien ne change? Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre avis en tant que personne de terrain, en tant qu'actrice et acteur dans la production de riz, ayant côtoyé ce secteur d'activité et ses dirigeants pendant de nombreuses années. En Côte d'Ivoire, le riz n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole, un pilier du quotidien, un enjeu national et surtout, le riz est la denrée alimentaire la plus consommée. Plus de 90% des ménages en consomment régulièrement et il constitue l'aliment de base de la majorité de la population. Pourtant, depuis plus de 50 ans, un paradoxe persiste. Le pays est riche en terres fertiles, en pluies abondantes, en femmes et en hommes prêts à travailler, mais ce pays reste dépendant du riz venu d'ailleurs. Mais pourquoi? C'est la question que se posent des millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Et c'est la question que nous allons explorer. Nous travaillons depuis des années au cœur même de la production du riz. Nous avons vu les réalités du terrain. Nous avons vu les efforts, les espoirs et les échecs répétés. Alors, une erreur stratégique majeure que nous avons constatée est l'abandon de la riziculture pluviale, comme je l'ai déjà souligné. La structure chargée du développement du riz change régulièrement de nom, de logo et annonce de nouvelles stratégies. Pourtant, les dirigeants restent les mêmes, les discours ne varient pas et les pratiques rizicoles perdantes demeurent inchangées. Et c'est là que tout commence, car la Côte d'Ivoire ne manque pas de terre, elle ne manque pas de pluie, elle ne manque pas de bras, elle manque d'une vision adaptée à sa réalité. Le pays possède
un potentiel immense pour la culture pluviale du riz, un potentiel bien supérieur à celui du riz irrigué. Le riz pluvial occupe plus de 80% des superficies rizicoles, tandis que le riz irrigué ne représente environ que 13% des superficies cultivées. L'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture, créé par décret le 15 juillet 2010, puis l'ADERI, l'Agence pour le développement de la riziculture, créée également par décret le 10 janvier 2018 pour remplacer l'ONDR, ont concentré l'une comme l'autre presque toute leur stratégie sur la riziculture irriguée. Résultat, un pan entier de notre patrimoine agricole a été laissé de côté, celui de la riziculture pluviale mécanisée, pourtant porteuse d'espoir et de véritables opportunités pour le pays. Année après année, les investissements se concentrent sur les bas-fonds, sur l'irrigation, sur un modèle importé. Je veux parler ici du modèle chinois, un modèle bien qu'étant important et à prendre en considération ne doit pas, à mon sens, venir anéantir nos acquis en matière de riziculture pluviale mécanisée. Revenons un peu sur l'histoire de l'agriculture pluviale mécanisée en Côte d'Ivoire, car beaucoup d'entre vous ne le savent pas. En 1989, un projet agricole de grande envergure, dénommé le projet Soja, a été lancé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing, dont le chef-lieu est Touba, et la région du Denguélé, dont le chef-lieu était Odjéné. Lors de ce projet, plusieurs centaines de paysans, probablement entre 300 et 800, ont été formés aux techniques modernes de la culture du riz, du soja et du maïs. Malheureusement, aucune archive officielle ne donne le chiffre exact, ce qui illustre déjà les dysfonctionnements de la gestion de ce projet à l'époque. Le projet Soja a été un projet national prioritaire entre 1989 et 2007. Ce projet, qui a bénéficié de l'appui de partenaires internationaux, a été réalisé avec un budget de plus de 30 milliards de francs CFA. Certaines sources évoquent même 40 milliards de francs CFA. Ce projet a permis la formation de plus de 400 paysans aux techniques modernes de culture du riz, du soja et du maïs. L'aménagement de près de 10 000 hectares, l'introduction de semences de riz pluvial à haut rendement, des rendements atteignant jusqu'à 3,5 tonnes par hectare, un niveau remarquable pour du riz pluvial. Ces résultats étaient réels, ils étaient mesurables, ils étaient reproductibles. Alors, la question qu'on a le droit de se poser est pourquoi avoir abandonné ces acquis? Pourquoi avoir tourné le dos à une filière qui avait déjà prouvé son efficacité? Pourquoi avoir basé toute notre stratégie rizicole sur la riziculture irriguée qui est très difficile à mettre en œuvre et qui exige des investissements colossaux, des infrastructures lourdes et des coûts d'entretien élevés pour des résultats souvent insignifiants? C'est vrai, la Chine a atteint l'autosuffisance en riz grâce à la riziculture irriguée. En Chine, l'irrigation totale est la clé et il faut dire que la Chine n'a pas d'autre choix. C'est donc un choix imposé par la rareté des terres. La Chine dispose de très peu de terres arables par habitant. C'est l'un des pays les plus contraints au monde sur ce point. Les zones cultivables sont limitées. Une grande partie du territoire est montagneuse, aride ou urbanisée. La pression démographique oblige à maximiser chaque hectare. Les régions chinoises les plus fertiles, plaines, alluviales, vallées humides, deltas, sont naturellement adaptées à l'irrigation. Sol lourd et argileux parfait pour retenir l'eau. Présence de rivières, canaux et nappes superficielles. Écosystème déjà façonné par des siècles de cultures irriguées. Des barrages, des canaux, des infrastructures gigantesques. Un climat différent, une histoire agricole différente. Le modèle chinois repose sur des milliers de kilomètres de canaux, des barrages, des systèmes d'irrigation sophistiqués, une mécanisation massive et une organisation collective des terres avec des investissements colossaux de l'État. La Chine utilise les zones où l'eau peut être contrôlée car ce sont celles qui offrent le meilleur potentiel productif. Pourquoi ce modèle ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire? Les réalités ivoiriennes sont totalement différentes. Le pays ne dispose pas des mêmes ressources hydriques. Les pluies irrégulières dans certaines zones de production massive, les nappes phréatiques fragiles, les fleuves difficiles à maîtriser, les infrastructures hydrauliques limitées. Dans ces conditions, l'irrigation totale est impossible à généraliser et surtout, elle coûte extrêmement cher. Et même lorsqu'ils sont construits, les périmètres irrigués sont difficiles à entretenir. Il y a beaucoup de périmètres irrigués qui tombent en panne après 5 à 10 ans. Il faut donc une maîtrise historique et technologique de l'irrigation pour y parvenir efficacement et ce n'est actuellement pas le cas de la Côte d'Ivoire. L'irrigation est donc un luxe et pas une
solution de masse, encore moins une solution rapide et instantanée pour sortir la Côte d'Ivoire de sa dépendance à l'importation du riz. Le modèle chinois n'est pas transposable tel quel. L'ADERI a mis presque toute son énergie sur l'irrigation, délaissant totalement les acteurs du riz pluvial, comme si la seule voie possible pour la Côte d'Ivoire était de copier le modèle chinois. Pourtant, le véritable levier de transformation de notre production, c'est la prise en compte et l'encadrement de la culture du riz pluvial. Autrement dit, ce n'est pas la Chine qu'il faut copier, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut comprendre. L'agriculture pluviale est moins coûteuse et bien plus adaptée aux réalités agroécologiques de notre pays. La riziculture irriguée, elle devrait venir en appoint à cette agriculture pluviale, la renforcer, l'accompagner et non la remplacer brutalement. Et pourtant, l'ONDR devenu l'ADERI s'y accroche malgré plus d'une décennie de fausses promesses, de faux espoirs et d'échecs répétés. Pendant ce temps, sur le terrain, les productrices et producteurs de riz pluvial, celles et ceux qui pourraient réellement changer la donne, restent invisibles, sans encadrement, sans semences, sans soutien, sans reconnaissance et même combattus souvent et mis à l'écart lors des prises de décision dans la filière. Alors, la population ivoirienne est en droit de se poser des questions et de s'attendre à des réponses. Pourquoi malgré les milliards investis, malgré les promesses répétées, malgré les nombreux changements de nom de la structure chargée de la filière riz, malgré les stratégies successives annoncées, la Côte d'Ivoire n'arrive-t-elle pas à produire la moitié de sa consommation de riz? Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles au fil des années? Pourquoi les mêmes personnes qui dirigent les structures étatiques dédiées à la production du riz depuis maintenant plus d'une décennie restent-elles en place malgré les nombreux échecs qui deviennent finalement la norme? Pourquoi refuse-t-on de regarder en face la réalité du terrain? Tant que la gestion du secteur du riz restera déconnectée du terrain, tant que les décisions seront prises dans les bureaux plutôt que dans les champs, tant que l'on s'obstinera à copier un modèle étranger sans le comprendre et tant que les résultats obtenus seront embellis avant d'être présentés au gouvernement et à toute la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire restera dépendante du riz importé. Il existe pourtant une autre voie, une voie ivoirienne, une voie adaptée à nos terres, à notre climat, à nos réalités, à notre histoire agricole et rizicole et surtout à nos moyens. C'est une invitation à comprendre, à questionner, à regarder en face ce que beaucoup préfèrent ignorer. Parce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens méritent de savoir ce qui se passe en réalité dans cette filière. Parce que l'autosuffisance ne doit pas être qu'un simple slogan ou une illusion. L'autosuffisance alimentaire est une nécessité et un objectif réaliste. Maintenant, j'aimerais poser une question. À qui profite la non-autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire? C'est ici que le paradoxe ivoirien apparaît. La Côte d'Ivoire consomme plus d'1,5 million de tonnes de riz par an. Malgré 50 ans de plans, de stratégies et de promesses, le pays dépend toujours massivement des importations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le plus grand importateur de riz en Afrique, alors qu'elle possède des terres fertiles, une bonne pluviométrie, des producteurs motivés, un potentiel agricole immense. Face à ce malheureux constat, je peux évoquer ici 3 principales raisons. La première, c'est parce que le système actuel profite à un groupe restreint de privilégiés. Les grandes institutions et multinationales présentes dans le pays qui œuvrent dans le domaine du riz n'ont aucun intérêt à voir la Côte d'Ivoire devenir autosuffisante. Ces multinationales bénéficient souvent d'accords anciens, de réseaux solides et d'une position dominante difficile à remettre en question. Certaines de ces entreprises sont implantées depuis l'époque coloniale. Leur modèle repose sur les importations. Plus le pays importe, plus ces multinationales gagnent. Moins le pays produit, plus ces multinationales contrôlent le marché. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire s'appauvrit. Chaque année, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui quittent le pays pour acheter du riz à l'étranger. Cet argent aurait pu servir pour organiser et rendre plus productive la riziculture pluviale. Mécaniser ce secteur d'activité, financer les producteurs, moderniser les rizeries, créer des emplois ruraux.
Mais tant que les importations restent plus élevées que la production locale, l'autosuffisance restera un slogan, pas une réalité. La deuxième raison est que la filière riz attire des ONG et des acteurs opportunistes. Le riz est devenu un produit hautement stratégique pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. La filière rizicole ivoirienne est l'une des plus stratégiques du pays. Plusieurs facteurs créent un terrain propice aux dérives. On cite le fait que les financements sont massifs, l'État de Côte d'Ivoire, la BAD, la FAO, les bailleurs bilatéraux, etc. Les projets rizicoles sont nombreux. On a des projets régionaux dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions du Tchologo, de la Bagoué, du Poro, du Folon, etc. Les acteurs privés et publics se croisent, ce qui augmente les risques de conflits d'intérêts. Des marchés publics sensibles font surface dans l'aménagement des superficies agricoles, dans l'acquisition et la distribution des semences, la mise à disposition des équipements et infrastructures agricoles. Tout cela est dû à une forte demande politique d'autosuffisance en riz. Dans ce contexte, il est courant que des coopératives fictives, des ONG peu structurées ou des associations créées par des acteurs influents du pays tentent d'obtenir des parts de projets. Ce phénomène est documenté dans plusieurs rapports sur la gouvernance agricole en Afrique de l'Ouest. Des irrégularités générales dans la filière riz ont déjà été signalées. Elles concernent des attributions opaques de projets, des structures locales non déclarées, des intermédiaires privés se présentant comme ONG, des groupements fictifs utilisés pour capter des financements. D'ailleurs, les rapports sur la filière riz de la BAD, d'Africa Rice, le PAM et la CEDEAO, pour ne citer que cela, soulignent régulièrement des faiblesses de transparence dans l'attribution des projets, des intermédiaires non qualifiés se présentant comme des ONG ou des coopératives, des structures locales créées pour capter des financements, des projets mis en œuvre sans contrôle suffisant, des risques de capture par des élites locaux qui peuvent être des acteurs politiques dans le but de se faire une place pour les élections régionales. Ces risques sont aussi documentés dans les analyses de programmes régionaux et dans les initiatives de renforcement de la chaîne de valeur. Enfin, la troisième raison qui peut, parmi tant d'autres, justifier et favoriser les deux raisons précédentes, c'est que cela fait maintenant bien trop longtemps que la filière riz est dirigée par les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, les mêmes ancrages, malgré leurs mêmes échecs répétés. Les dirigeants de la filière riz ont développé une vision étroite, sélective et déconnectée de la réalité du terrain. Ils sont conscients de leur incapacité de produire des résultats concrets, mais se sont confortés dans l'échec car convaincus d'être irremplaçables. La Côte d'Ivoire a tout pour produire son riz. Ce qui manque, ce n'est pas la terre, ni l'eau, ni la main-d'œuvre, ni même les moyens financiers. Ce qui manque, c'est la volonté de rompre avec un système mis en place par les dirigeants de la filière riz qui ne savent pas les réalités du terrain ou qui préfèrent se contenter de fermer les yeux sur ces réalités tout en maintenant un système qui ne fonctionne pas et qui ne profite qu'à quelques-uns et appauvrit tout le pays. Il n'y a qu'à voir la réalité derrière les chiffres qu'ils annoncent pour comprendre la gravité de la situation et pour tirer la conclusion que s'ils continuent à s'entêter sur cette voie, l'autosuffisance en riz restera un mirage. Il est impossible de s'autosuffire en riz en Côte d'Ivoire tant que la riziculture pluviale ne sera pas prise en compte. Comment comprendre que l'on parle d'autosuffisance quand on est incapable de fournir des semences de riz pluvial aux producteurs réellement engagés dans cette culture et soucieux de participer à permettre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire? Voyons maintenant la réalité derrière la production de riz blanchi. Je vais dire ce qui se cache derrière les chiffres théoriques qu'ils annoncent pour duper la population. Selon les données publiées le 2 avril 2025 par l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADRI, la Côte d'Ivoire aurait produit 2,3 millions de tonnes de paddy, soit environ 1 150 000 tonnes de riz blanchi selon leur coefficient de conversion. L'institution présente ce volume comme couvrant environ 55% de la demande nationale. Toutefois, ces chiffres, largement relayés lors des interventions médiatiques du directeur général de l'ADRI, ne reposent sur aucun dispositif fiable de collecte, de vérification, de suivi. Aucun réseau de mesure, aucun outil statistique opérationnel, ni aucune méthodologie transparente n'a été mise en place pour garantir la qualité de ces données. Dans ces conditions, les performances proclamées semblent davantage relever d'une surestimation stratégique que d'une mesure fiable et documentée.
Cette situation entretient une perception trompeuse des progrès réalisés et éloigne le pays des objectifs d'autosuffisance que la Côte d'Ivoire s'est pourtant fixés. Les statistiques officielles du gouvernement ivoirien, corroborées par des institutions internationales telles que la FAO, la BAD, l'agence ECOFIN ou encore le PENIA, situent la production nationale de riz blanchi entre 550 000 et 700 000 tonnes. Ces chiffres issus de sources indépendantes et reconnues constituent aujourd'hui la seule base fiable pour évaluer la réalité de l'offre rizicole nationale. Face à cela, un constat s'impose. L'ADRI, censée être l'institution de référence en matière d'information rizicole, ne joue pas son rôle. Son site officiel, qui devrait offrir des données actualisées, transparentes et vérifiables, se présente comme une plateforme amateur, incomplète et rarement mise à jour. Au lieu d'apporter de la clarté, ce site entretient un flou préoccupant autour des chiffres officiels, alors même que la filière absorbe des investissements publics colossaux. Dans un secteur aussi stratégique que le riz, l'opacité n'est pas une simple faiblesse, c'est un dysfonctionnement majeur. Une filière qui prétend viser l'autosuffisance nationale en riz ne peut se permettre de s'appuyer sur des outils institutionnels qui manquent de clarté, de rigueur, de transparence et de crédibilité. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre la consommation de riz et la production réelle de riz blanchi en Côte d'Ivoire. Production réelle 650 000 à 700 000 tonnes de riz blanchi. Consommation nationale 2,5 à 2,8 millions de tonnes de riz blanchi. L'importation 1,6 million de tonnes. Alors, les coûts des importations 610 milliards de francs CFA en 2024. Le taux de couverture serait donc de 30 à 35%. La Côte d'Ivoire ne couvre même pas un tiers de ses besoins. Et c'est plus grave que ce que beaucoup peuvent imaginer. Pour justifier mes propos, je vais maintenant vous présenter deux tableaux. Des tableaux comparatifs de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire selon les données de l'ADRI, de la FAO, d'Africa Rice, de l'INS, qui est l'Institut national de la statistique de Côte d'Ivoire, et du MINADER, qui est un ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les deux dernières étant des institutions du gouvernement ivoirien. Basées sur un taux de rendement d'usinage consensuel de 65%, qui veut dire que la quantité de riz blanchi représente 65% du riz paddy produit. Les deux tableaux comparatifs montraient clairement que les chiffres publiés par l'ADRI concernant la production du riz blanchi en Côte d'Ivoire sont nettement supérieurs à ceux des autres institutions nationales et internationales. Selon l'ADRI, la production de riz blanchi en 2024 atteint 1 547 734 tonnes. Avec ce chiffre, l'ADRI veut laisser entendre que la Côte d'Ivoire couvrirait environ 50% de ses besoins de consommation en riz. Cependant, lorsque l'on compare cette estimation avec les données de la FAO, du MINADER, de l'INS et d'Africa Rice, on observe des valeurs beaucoup plus faibles chez ces dernières. Ces institutions estiment la production réelle de riz blanchi entre 650 000 et 850 000 tonnes, ce qui représente une couverture nationale de la consommation de riz de 30 à 35%. Les écarts constatés entre l'ADRI et ces institutions sont donc très importants. La production de riz blanchi annoncée par l'ADRI est presque 2 fois plus élevée que celle indiquée par ses sources gouvernementales et internationales. De plus, la FAO et les institutions statistiques ivoiriennes reconnaissent que les données actuelles sur la production du riz sont insuffisantes ou mal évaluées. Un programme officiel a même été lancé pour mettre en place un système fiable d'enquête statistique sur la production du riz en Côte d'Ivoire. Cette information est confirmée par la FAO qui décrit un projet national réunissant le MINADER, l'INS, l'ADRI, ex-ONDR, l'NCA, le CNRA et Africa Rice pour harmoniser et fiabiliser les statistiques agricoles en Côte d'Ivoire, dont évidemment ceux de l'ADRI qui ne reposent pas sur une base méthodologique solide. Ainsi, ces deux tableaux mettent en évidence que les chiffres de l'ADRI sur le riz blanchi sont nettement supérieurs à ceux du MINADER, de l'INS, de la FAO et d'Africa Rice. Les données gouvernementales provenant du MINADER et de l'INS convergent vers une production réelle d'environ 780 000 tonnes et non 1 550 000 tonnes. Les écarts observés sont trop importants pour être ignorés et indiquent que les estimations de l'ADRI sont probablement surestimées. En conclusion, ces tableaux démontrent
que les chiffres de l'ADRI ne reflètent pas fidèlement la réalité de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire, contrairement aux données du gouvernement et des institutions internationales qui convergent toutes vers des valeurs beaucoup plus basses. Alors, la Côte d'Ivoire produit moins de 700 000 tonnes de riz blanchi, alors que la population en consomme plus de 2,5 millions de tonnes. Le pays reste donc massivement dépendant des importations qui représentent près des 2/3 du riz consommé. Réduire cette dépendance ne signifie pas produire tout le riz dont le pays a besoin du jour au lendemain, mais remplacer progressivement une partie des 1,6 million de tonnes importées par un riz ivoirien compétitif, mieux encadré et mieux valorisé. La Côte d'Ivoire possède tous les atouts nécessaires pour assurer sa propre production de riz. Toutefois, il est indispensable d'observer la situation avec lucidité. Le problème réside dans la gestion de la filière, confiée depuis trop longtemps aux mêmes responsables malgré des résultats insuffisants. Les dirigeants en charge de la filière riz ont conservé les mêmes méthodes, produisant invariablement les mêmes échecs. Leur approche devenue étroite, sélective et déconnectée des réalités du terrain ne parvient pas à générer des résultats tangibles. Avec l'arrivée du nouveau gouvernement et des 2 nouveaux ministres en charge de l'agriculture, un audit doit être fait sur l'utilisation des centaines de milliards qui ont été investis dans cette filière. Il est également urgent de mener un audit approfondi de la production réelle de riz en Côte d'Ivoire et de comparer ces données aux chiffres officiellement déclarés par l'ADRI et par son ancien ministre de tutelle. Par ailleurs, une visite de terrain s'impose sur les sites des 30 unités de transformation de riz que les responsables actuels de l'ADRI affirment avoir construites. Chacune annoncée avec une capacité de 10 000 tonnes par heure, dont seulement 18 seraient opérationnelles. Il s'agit de vérifier l'existence réelle de ces unités, leur état de fonctionnement, ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été attribuées à leurs gestionnaires. Enfin, il est impératif d'adopter une stratégie nationale de production de riz qui s'appuie aussi et surtout sur les acquis historiques et environnementaux de la riziculture pluviale en Côte d'Ivoire. La gestion de cette filière devrait être confiée à une nouvelle équipe porteuse d'une vision renouvelée, dotée de rigueur, de conscience professionnelle et d'intégrité à la hauteur de l'enjeu qui est de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'autosuffisance en riz. L'adage qui dit que l'on ne change pas une équipe qui gagne implique tout aussi logiquement qu'une équipe qui ne gagne pas doit être remplacée. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos consacrées à des sujets aussi sensibles que préoccupants, permettant de comprendre ce que peuvent vivre concrètement les opératrices et opérateurs économiques ivoiriennes et ivoiriens dont le souhait est de contribuer activement au développement de la Côte d'Ivoire.